Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici à Cournon dans le cadre du Sommet de l'élevage. On va parler agriculture, écologie avec des écologistes et j'ai le plaisir d'accueillir Daniel Salmon. Bonjour Daniel. Bonjour. Vous êtes sénateur d'Ille-et-Vilaine et on aura l'occasion de parler de Lactalis notamment. Benoît Biteau, bonjour. Alors Benoît, je vous connais bien, vous étiez député européen, vous êtes député de Charente-Maritime à présent. Où c'est que tu vas être le plus utile ? Ah, c'est une question difficile, mais il y a des enjeux dans les deux assemblées. C'est vrai que sur la question agricole, à l'échelon européen, c'est déterminant parce que la politique agricole commune, c'est le plus gros budget de l'Union européenne, c'est 38% du budget. On est en pleine réforme de la politique agricole commune pour préparer la PAC post-2027. Donc il se joue des choses importantes à Bruxelles, mais face à ce qui s'est passé aux européennes, notamment avec la montée du Rassemblement national, ce qui s'est passé au vote à l'Assemblée nationale et notamment au premier tour de ces législatives, il faut être sur le terrain pour porter une parole alternative et ne pas laisser libre voie à des raccourcis simplistes, à des politiques publiques qui ne sont que des politiques publiques populistes et qui ne traitent pas d'une vision à long terme, d'une approche globale et qui conduirait les agriculteurs et les éleveurs dans une réelle impasse. Oui, mais Benoît, rien n'avance au niveau européen. On est revenu au même niveau, les accords internationaux, les clauses miroirs, enfin tout. J'ai l'impression que les agriculteurs se disent, mais rien n'avance. C'est vrai qu'on assiste à un recul, mais moi j'ai l'habitude de dire que si on assiste à ce recul, c'est bien sûr la faute de l'Europe, mais c'est l'Europe qu'on a choisie, c'est-à-dire que l'Europe elle ressemble à ce qu'on a mis au pouvoir sur cette Union européenne. Et donc plus que l'Europe, c'est le choix des élus qu'on a mis à la tête de l'Europe. Et ce qui s'est passé le 9 juin dernier avec la montée de l'extrême droite en France et partout en Europe fait reculer effectivement ces sujets. Si on avait fait le choix d'élus plus progressistes, plus attentifs à l'approche globale, parce que ce qui menace aujourd'hui l'avenir de l'agriculture, le revenu des agriculteurs, le renouvellement des générations, c'est le dérèglement climatique, c'est l'effondrement de la biodiversité. Eh bien, si on avait été attentif à ces sujets-là, et surtout aux élus qui font le job sur ce sujet-là, on n'aurait probablement pas assisté à ce vote-là. Donc je renvoie aussi la responsabilité à ceux qui, peut-être en choisissant le bulletin de vote, n'ont pas regardé ce que votent ceux qui se prétendent les défenseurs des agriculteurs et qui, en vérité, quand ils sont là-bas, font l'exact inverse de ce qu'il faudrait faire pour sauver l'agriculture. Daniel, vous êtes breton. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aux patrons de Lactalis quand ils annoncent qu'ils vont baisser justement la collecte de lait de 8%? Eh bien, je vais leur dire que c'est complètement inconséquent, irresponsable, parce que derrière ces 450 millions de litres qui ne vont plus être collectés, ce sont un nombre très conséquent d'éleveurs en plus qui sont situés tous dans les mêmes périmètres. Et donc, c'est un effondrement de l'agriculture dans ces secteurs-là. C'est vraiment un coup près qui leur est tombé sur la tête parce qu'il n'y a pas eu d'avertissement du jour au lendemain. Eh bien, c'est le fait du prince. Et là, vraiment, on est devant quelque chose d'assez représentatif de ce qui se passe dans le secteur de l'agriculture, avec une concentration de plus en plus importante. Lactalis, on le connaît depuis longtemps, mais également on a des coopératives qui jouent à peu près le même jeu aujourd'hui, avec des quasi-monopoles. Et lorsque le monopole lorsque le monopole est vraiment en place, eh bien, on peut faire des coupes rases là où on veut. Et je pense que Lactalis joue ce jeu-là pour montrer qu'il est très puissant et qu'il veut continuer d'imposer sa loi. Donc c'est au monde agricole également d'arriver à mettre en place des alternatives. On sait que les agriculteurs n'ont jamais été déficients dans ce sens-là, parce que les coopératives, quand ça a démarré, ça partait d'une très bonne intention, mais elles ont dérivé dans un mode capitalistique, et c'est ça qu'il faut réinterroger aujourd'hui. Donc nous, à l'Assemblée nationale, comme moi-même au Sénat, on défend des alternatives avec une reconquête de l'indépendance des agriculteurs. Mais comme le disait Benoît, je souscris complètement, parce qu'il y a toujours aujourd'hui une défiance du politique, mais les politiques qui sont présents aujourd'hui, les parlementaires, ne sont que l'émanation du peuple. Donc il y a un moment, c'est au peuple de trancher dans les urnes, de savoir qui est-ce qu'il envoie pour mener quelle politique. Alors, pour tous les deux, ce qui m'intéresse, c'est comprendre ce qui se passe.
pourquoi Lactalis fait marche arrière? Qu'est-ce que ça traduit? Est-ce que c'est le premier industriel d'une liste qui va s'allonger? Les coopératives peut-être de la transformation feront pareil. C'est une histoire juste de compétitivité. Ils vont aller s'approvisionner ailleurs parce que ça coûte moins cher? Il y a sans doute un petit peu de tout ça, mais très clairement, on est dans des injonctions contradictoires aujourd'hui, puisqu'on parle d'un côté de souveraineté, puis de l'autre côté, on parle de compétitivité mondialisée. Donc effectivement, tout ça ne peut pas fonctionner et l'agriculteur se retrouve pris en étau entre ces deux exigences-là. On a des multinationales, effectivement, inscrites complètement dans un marché mondialisé et qui cherchent à optimiser leurs profits. Donc effectivement, partant de là, je ne vois pas comment l'agriculteur peut arriver à sortir de cet étau. Donc il faut arriver absolument à reprendre des circuits qui sont autres que ces circuits mondialisés. Il faut certainement mettre en place ce qu'on a dit depuis très longtemps, une forme de protectionnisme, parce que pendant très longtemps on a cherché des marchés à l'extérieur. Moi je connais à Carhaix une immense usine qui était faite pour faire de la poudre de lait pour conquérir le marché chinois, et puis patatras, ça ne fonctionne pas du tout. Donc aujourd'hui, revenons sur des choses de souveraineté, effectivement, nationale ou européenne, attaquons-nous à notre marché et supprimons ces concurrences déloyales. Mais là encore, j'ai l'impression que ça avance pas. C'est toujours pareil. Ce même discours, on aurait pu l'avoir il y a 10 ans. Enfin, cette question, on ne peut pas faire confiance aux entreprises? Eh bien non, on ne peut pas faire confiance aux entreprises, très clairement. Donc, il faut faire confiance à des politiques. Mais on en revient au même, c'est-à-dire que depuis 10 ans, vous voyez bien que les gens qui défendent, les politiques qui défendent une autre manière de faire du commerce, eh bien, ils ne sont pas en majorité du tout à ce Parlement européen qui, quand même, définit une grande partie de nos politiques, mais ils ne sont pas présents non plus au Sénat comme à l'Assemblée, parce que moi, je suis au Sénat, je vois bien qu'on a une majorité républicaine, les républicains, qui, dans le langage du quotidien, quand ils rencontrent des agriculteurs, sont complètement tout à fait en adéquation avec ce qui est demandé, mais qui, dans les faits, sont toujours prêts à ouvrir grand les portes de la concurrence mondialisée et déloyale. Donc, à un moment, eh bien, il va falloir aller vers de la cohérence, et c'est ça que nous défendons. Ce matin, j'avais Manon Meunier, que vous connaissez certainement, qui était là sur le plateau avec un député Horizon, et qui dit notamment aujourd'hui, il faut dépasser les clivages, il faut être capable de faire l'union sacrée pour sauver l'élevage. Benoît? Alors ça, moi, pourquoi pas dépasser les clivages, mais il va falloir s'appuyer sur des données objectives. C'est-à-dire que quand on fait de la politique, normalement, on doit être là pour servir l'intérêt commun et construire des politiques publiques qui servent l'intérêt commun. Et quand on regarde les propositions de certaines formations politiques, on peut s'interroger sur l'objectivité de leur démarche, en tout cas quand on le prend par le prisme de l'intérêt commun. Mais les politiques publiques seront déterminantes. Et donc, il va falloir, à un moment donné, que cette objectivité soit au cœur des décisions politiques. Et on le voit, et je veux relayer ce que disait Daniel sur le protectionnisme. Aujourd'hui, on utilise des enveloppes publiques de la politique agricole commune pour alimenter les caisses de Lactalis, de Beignet, qui va aller vendre de la poudre de lait en dehors de l'Union européenne, sur les territoires du Sud, et qui va faire disparaître les paysans du Sud. C'est-à-dire que c'est un désastre localement en Europe, et c'est un désastre sur le reste de la planète, avec de la poudre de lait qui est enrichie avec de l'huile de palme qui a été produite chez ces agriculteurs du Sud. Enfin, on marche sur la tête. On voit bien qu'on marche sur la tête et qu'on est dans un vrai cercle vicieux. Eh bien, si dans des logiques de protectionnisme, on disait à Beignet et à Lactalis, maintenant, tous les produits que vous exportez et pour lesquels vous avez bénéficié d'aides publiques, vous remboursez l'enveloppe publique puisque vous exportez dans des logiques de dumping, vous verriez que ça irait beaucoup mieux. Et puis après, sur les 8% de réduction, le critère qui va être retenu n'a rien de vertueux. C'est-à-dire que, je l'ai dit tout à l'heure, ce qui menace aujourd'hui la souveraineté alimentaire, le revenu des agriculteurs, la productivité agricole, c'est le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Sauf que le seul critère qui va siéger à la réduction de la collecte de Lactalis, c'est la proximité de collecte d'un centre de collecte. Et les éleveurs les plus vertueux, qui sont souvent disséminés sur des zones de montagne, sur des zones humides, qui sont des zones où l'élevage est déterminant, où l'élevage est un allié de la nature, du climat et de la biodiversité, c'est ceux-là qui vont ne plus être collectés. Et donc on voit bien que la logique, le logiciel de ces gens-là, de ces industriels-là, est complètement décalé de ces sujets pourtant pour lesquels on a rendez-vous avec l'histoire.
Et oui, parce que c'est l'histoire des consensus, pardon. Ouais, juste pour compléter, on a rencontré sur ce salon, c'est toujours intéressant de venir à un salon parce qu'on rencontre tout un tas d'acteurs. On a rencontré des représentants de la filière de biolait. Et effectivement, ils nous ont bien expliqué que demain, ils seront sans doute les seuls à aller collecter les agriculteurs qui sont loin des centres, des laiteries. Donc, vraiment, on a un discours qui dit aménageons le territoire et il faut des paysans partout. Mais aujourd'hui, on fait tout pour désertifier un certain nombre de zones. Et il va falloir justement trouver les moyens pour que ces personnes, ces entreprises qui font de la collecte et qui font de nombreux kilomètres, eh bien, soient rétribuées pour cette collecte. Parce qu'à un moment, effectivement, on va avoir encore une concurrence plus déloyale avec ceux qui sont près des gros pôles, souvent des pôles urbains, et qui vont être bien collectés, puis d'autres qui vont être très reculés et qui seront complètement abandonnés. Donc là, c'est des vraies politiques, et c'est des politiques structurantes pour l'aménagement du territoire. La ministre de l'Agriculture, nouvellement nommée, fait le tour du salon. Elle dit j'écoute, j'écoute, j'écoute. Elle attend Michel Barnier qui va passer demain, qui va certainement annoncer quelques mesures sur la FCO, on peut le supposer. Mais ça ne va pas changer les orientations de fond. Non, non, on a eu moi j'étais dans l'hémicycle mardi après-midi au discours de politique générale de M. Barnier. On attendait un positionnement fort de M. Barnier, dont on connaît son historique, puisqu'il a été ministre de l'Agriculture. Tu t'en rappelles bien, Jean-Paul, c'est l'année. Et c'était pas le plus mauvais. Et c'était pas le plus mauvais, mais c'est celui qui m'avait remis le Trophée national de l'agriculture durable en 2009. 2009, et tu étais là, et tu étais là, Jean-Paul. Et bien, on attendait une position affirmée de ce ministre de l'Agriculture qui est à l'origine de l'émergence d'Ecofito, par exemple. Et donc, il était plutôt visionnaire sur certains sujets de l'agriculture. Et là, c'était insipide, c'était sans vision. Et moi, j'ai regretté, j'ai pas retrouvé le Michel Barnier, ministre de l'Agriculture en 2008 et les années d'après. Et donc, moi, j'ai bien peur que écouter ne suffise pas. C'est-à-dire que bien sûr qu'il faut écouter. Et on ne peut pas faire de la politique déconnectée des acteurs de terrain. Mais je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que un Premier ministre, une ministre de l'Agriculture doit arriver avec un minimum d'expertise, avec de l'objectivité et identifier très clairement ce qui menace à la fois les agriculteurs, leur production, leurs revenus, la souveraineté alimentaire et sortir de politiques publiques qui ne sont que le relais de logiques corporatistes qui ne servent que très très rarement l'intérêt des agriculteurs. Ça sert ceux qui en amont vendent des pesticides, des engrais de synthèse, de l'agroéquipement. Ça sert en aval des grandes firmes agroalimentaires comme Lactalis. Mais la grande victime de ce manque d'objectivité sur les grands défis pour lesquels on a rendez-vous avec l'histoire, c'est les agriculteurs et le monde rural dans sa globalité. Alors justement, on peut en parler. Tu es capable d'aller te mobiliser sur des causes comme les bassines. On pourrait se mobiliser aussi sur les questions contre Lactalis, par exemple. Oui, oui, bien sûr. Moi, je fais partie de ces gens qui disent que dans cet état de droit, on doit utiliser tous les outils à notre disposition pour dénoncer des errances qui mettent en péril l'avenir des générations futures. Et donc, il faut saisir la justice. Ça fait partie des outils dont on dispose dans une république qui fait référence à l'état de droit. Un petit coucou à M. Retailleau au passage. La manifestation, la mobilisation, c'est aussi un outil de la démocratie qui permet de faire prendre conscience à des élus, à des ministres qui ne sont pas sur la bonne trajectoire. Et donc, moi, s'il faut engager un mouvement social agricole contre Lactalis, je serai de cela. Parce que ça gronde dans les campagnes, là. Hein. On sent effectivement qu'on va passer peut-être ce salon, mais que très vite, les agriculteurs vont reprendre les barrages. Oui, très clairement, on sent bien qu'il y a une colère sourde parce que, effectivement, rien n'a été entendu depuis les manifestations de janvier dernier. Alors, bien entendu, on a essayé de détourner la colère des agriculteurs sur les écologistes en leur disant, vous voyez, tous les maux du monde, c'est la faute de ces salauds. Vous avez été bons, les écolos, vous avez quand même rattrapé un peu le mouvement. Oui, parce qu'on est quand même... Vous avez été politique, moi, je trouve, là. On peut être assez fort par moment, même si c'est pas tout le temps, hélas. Mais effectivement... pour rebondir sur Michel Barnier, qui effectivement a été quelqu'un qui a mis en place la Commission nationale du débat public, qui a été quelqu'un qui a mis en place le principe du pollueur-payeur, et puis d'autres actions qu'il a menées à Ecofito, entre autres, qui étaient très intéressantes. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, il est prisonnier, il a une corde autour du cou.
avec le RN qui est prêt à la serrer à tout moment. Et effectivement, c'est pour cela qu'on va vers une politique de gribouille complètement, parce que dans cette fausse majorité, dans cette fausse coalition, eh ben, il va y avoir des voix complètement disparates et il n'y a pas de cap. Et nous, ce qu'on attend, c'est un vrai cap. Et les agriculteurs également, ils ont besoin de savoir où on va, quel est. On nous parle tout sans arrêt, on nous rebat les oreilles avec ces deux modèles qui doivent cohabiter, qu'il ne faut pas opposer les modèles. Nous, on n'est pas là pour opposer les modèles, on est là pour dire qu'il y a un cap. Aujourd'hui, on a devant nous des enjeux qui sont incroyables, que l'humanité, des défis que l'humanité n'a jamais rencontrés. Le défi climatique, il est là. Le défi de la pollution environnementale et donc derrière la santé des hommes et des femmes de ce pays et du monde entier. Et la santé, elle est là et c'est primordial, la santé des agriculteurs.